Suivez Priorité Santé avec Sonou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets. Priorité Santé, Igor Strauss. Bonjour à toutes et à tous, une émission riche et dense ce matin. Nous parlerons d'abord de 2 maladies tropicales négligées, des maladies de la pauvreté qui sévissent encore sur le continent africain. La première, la leishmaniose, est l'une des principales maladies parasitaires à haut potentiel d'épidémie et de mortalité. Elle se caractérise par des poussées irrégulières de fièvre, une perte de poids et une anémie. En 2020, plus de 90% des nouveaux cas signalés à l'OMS provenaient de 10 pays, dont 7 africains. Nous ferons le point avec notre invité, le professeur Areski Izri, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier en parasitologie et mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. La deuxième, c'est la THA, la trypanosomiase humaine africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. Transmise à l'homme par la mouche tsetse, elle provoque des troubles du sommeil, comme son nom l'indique, mais également des crises d'une extrême violence et peut entraîner la mort. Nous partirons en Guinée-Conakry, un pays qui est sur le point d'éliminer la maladie après une lutte acharnée. Le docteur Mamadou Camara, coordonnateur par intérim du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en Guinée, sera avec nous dans une trentaine de minutes. Enfin, nous irons en Côte d'Ivoire, un pays où l'élimination de la maladie comme problème de santé publique a été validée par l'OMS en 2020. Mais la question du probable réservoir animal de la maladie pourrait remettre en cause tous les efforts du pays dans la lutte contre la THA. Nous serons en ligne avec le docteur Draman Kaba, médecin entomologiste, chercheur, maître de recherche à l'Institut national de santé publique et directeur de l'Institut Pierre Richet à Bouaké. Et puis à la fin de cette émission, nous ferons le point, le bilan sur la 11e édition de la conférence AFRAVI sur le VIH-Sida qui se tenait à Marseille du 6 au 9 avril dernier. Nous serons avec le professeur Christine Katlama, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et présidente de l'AFRAVI. Voilà pour le programme, un programme riche, je vous l'avais dit. Priorité Santé, bienvenue. Priorité Santé sur RFI. Professeur Areski Izri, bonjour. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous pour répondre à toutes nos questions. Alors, quand on va sur le site internet de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on peut lire ceci. La leishmaniose est due à un protozoaire du genre Leishmania transmis par la piqûre d'un phlébotome infecté. Areski Izri, en français facile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une maladie qui est due à un petit parasite, qui est tout petit d'ailleurs, 2 à 3 microns, qui est transmis par la piqûre d'un petit insecte qu'on appelle le phlébotome. C'est un insecte nocturne qui vient piquer, il n'y a que la femelle qui pique, et elle nous transmet cet agent pathogène qui va ensuite se développer dans nos cellules de défense. En fait, ça va détruire progressivement nos cellules de défense, les globules blancs. Et ça se développe rapidement ou il y a un temps d'incubation important Alors, tout le monde ne fait pas la leishmaniose. Il faut être déjà affaibli ou bien être immunodéprimé ou avoir des problèmes de santé particuliers pour que vraiment on fasse la maladie. Si on regarde par exemple dans le sud de la France, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs sains de leishmanie. Ils ne sont pas malades. Ah, on peut être porteur sain. On peut être porteur sain. Mais il faut quand même contrôler, du coup, ces populations saines qui... Ça a été parfaitement démontré par l'équipe niçoise, le professeur Marty, pour ne pas le citer. Mais quand on est malade, quand on fait une immunodépression, quand on a un état de faiblesse particulier, le VIH par exemple, ou autre, là, la leishmaniose se développe. Et là, oui, effectivement... Parce que notre système immunitaire est affaibli, c'est pour ça ? Il est affaibli. Et en fait, nos défenses ne fonctionnent plus normalement. D'où ce lien entre, on dit que c'est une maladie de la pauvreté, mais forcément lorsque l'on est pauvre, on est immunodéprimé, on peut être plus susceptible, victime de malnutrition par exemple, et donc ça favorise l'émergence de la maladie. Je pense que c'est un peu justifié quand même qu'on parle de maladie de la pauvreté, puisque en France il y a une très forte transmission, mais il y a très peu de malades. Bon, on a quoi ? On a 14 malades par an, à peu près 14-15. Alors que dans d'autres pays, la transmission est à peu près au même niveau, mais on a des milliers, voire des dizaines de milliers de cas. Les plus touchés, c'est quoi ? C'est le Brésil, l'Algérie, la Corne de l'Afrique ?
Voilà, c'est les principaux. Il y a la Méditerranée orientale, une partie de l'Asie du Sud-Est qui est concernée. Alors on dit la leishmaniose, mais en vrai, elle se décline sous trois formes principales, c'est ça? Voilà, il y a au moins 3 formes distinctes. Il y a ce qu'on appelle la leishmaniose cutanée, c'est des ulcérations de la peau. C'est pas très beau à voir, c'est des boutons qui apparaissent, qui évoluent sur 3 mois à 2 ans, selon l'espèce. Ensuite, ça ne se soigne pas facilement avec les antiseptiques, il n'y a rien qui marche, il faut un traitement spécifique. Après, ça laisse une cicatrice indélébile. Ensuite, vous avez la forme cutanéo-muqueuse, c'est-à-dire qu'il y a la peau et les muqueuses qui sont touchées. C'est surtout en Amérique latine, notamment au Brésil. Et là, ça détruit les muqueuses, ça peut détruire le nez, les lèvres, et ça défigure complètement les gens. C'est encore plus difficile à soigner, il faut vraiment un traitement spécifique. Mais il y a la forme viscérale, la 3e forme, c'est la forme la plus grave, c'est celle qui tue. Là, ce sont les viscères qui sont touchés, ça va être le foie, la rate, tout le système de défense, si vous voulez, de l'organisme. Est-ce que c'est facile à diagnostiquer? Quand on y pense, c'est facile à diagnostiquer. Quand on y pense, si c'est par exemple la leishmaniose cutanée, d'abord il y a une notion d'épidémie, on sait tout de suite qu'on vient d'une région où il y a la maladie, il y a une ulcération de la peau qui ne se soigne pas facilement avec les antiseptiques, on pense à la leishmaniose. Le prélèvement est facile, le diagnostic au laboratoire est facile, mais il faut y penser. C'est ça parce que seuls 25 à 40 des cas sont notifiés à l'OMS. C'est-à-dire qu'il y a la majorité finalement des patients qui échappent à tout contrôle. Oui, c'est ça. Il y a peut-être 1 à 2 millions de cas chaque année dans le monde, dont à peu près 1,5 million pour les formes cutanées et cutanéo-muqueuses. Le reste, c'est viscéral. C'est vrai que quand on regarde les déclarations, on a combien de cas? On a 300 000 cas. C'est pas énorme de ce qui est déclaré. Il y en a beaucoup qui nous échappent. C'est surtout la forme viscérale qui est difficile à diagnostiquer parce que c'est de la fièvre chez quelqu'un qui est déjà malade, qui a peut-être déjà le VIH, qui a peut-être déjà une autre maladie. Donc on pense à toutes sortes de maladies infectieuses qui donnent de la fièvre, mais pas forcément à la leishmaniose. Alors on va parler des traitements évidemment, mais avant cela, existe-t-il des liens entre la leishmaniose et les changements environnementaux, déforestation, construction de barrages, système d'irrigation, urbanisation, et j'en passe? Ah oui, alors là, clairement, il y a beaucoup d'exemples où les changements environnementaux ont entraîné des épidémies de leishmaniose. Pourquoi? Quelques exemples et vous allez comprendre. La leishmaniose, par exemple, la forme cutanée qu'on trouve dans le bassin méditerranéen. Notamment, vous avez parlé de l'Algérie. Eh bien, c'est une maladie qui existait naturellement entre un rongeur sauvage, qu'on appelle le Psammomis, Psammomis obesus, et puis un phlébotome, Phlebotomus papatasi. C'est dans les régions arides. C'est dans le désert pratiquement. Dans le désert, il y a quoi? De temps en temps, on trouve des plantes grasses et sous la plante grasse, il y a le terrier. Là, vous avez le phlébotome qui transmet la maladie au rongeur et puis le rongeur qui infecte les phlébotomes et ça tourne. C'est le cycle naturel. Si vous voulez, c'est le mini-foyer. C'est la petite bougie qui éclaire un peu Quand on parle de foyer, c'est ça. C'est un mini-foyer. L'homme qui arrive dans ce foyer et qui veut s'implanter là-dedans pour développer la terre, avec de l'irrigation. Il va faire des forages. Il va ramener de l'eau à partir de barrages beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être piqué par les phlébotomes. Et il va faire la leishmaniose. Pardon. Et c'est comme ça qu'on a des épidémies extraordinaires. On a d'un coup 40 000 cas de leishmaniose à cause de ce changement de l'environnement. D'autres exemples, en Amérique latine, en Guyane en particulier, on a mis des populations pour déforester, pour développer un petit peu la terre. Eh bien, les phlébotomes qui étaient, eux, dans les arbres cette fois-ci, qui piquaient d'autres animaux, là, ils trouvent l'homme, ils piquent l'homme. Et on a une épidémie de leishmaniose cutanée de cette manière-là. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. Je vais ajouter la chaleur, le changement climatique. Mais oui, parce que j'allais vous poser la question, puisque la semaine dernière, justement, le GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat, publiait le 3e volet de la 6e édition du GIEC, avec ses liens entre le réchauffement climatique, justement, et la leishmaniose. Et il y a un rapport direct, vous allez nous le dire. Ah oui, alors le rapport, il est très clair. La leishmaniose, elle est donc transmise par un phlébotome. Le phlébotome, lui-même, il fait la maladie. Quand il pique
Si on parle de la leishmaniose viscérale, il pique un chien qui est le réservoir de la maladie, il prélève les parasites. Ces parasites ne se développent qu'à partir de 20 degrés de température. Si on est en dessous de 20 degrés, il ne se développe pas. Or, l'insecte, lui, il est à la température ambiante. Donc, si on n'est pas au-dessus de 20 degrés, il n'y a pas de leishmaniose. Avec le réchauffement climatique, on voit de plus en plus monter la température vers les parties nordiques, je parle de la Méditerranée, et donc on va avoir des phlébotomes qui, pendant plus de 10 jours, auront 20 degrés la nuit, et donc ça permet le développement du parasite. Donc la leishmaniose peut être transmise maintenant jusqu'au niveau de la Loire, par exemple, si on parle de la France, et même un peu plus maintenant. C'est-à-dire que plus il fait chaud la nuit, avez-vous dit, plus le parasite se développe. On pourra en avoir en Suède à ce rythme-là bientôt? Alors, pour l'instant, pas encore, parce qu'on en est encore au niveau de la Loire à peu près, mais plus ça se réchauffe la nuit, plus on a 20 degrés pendant 10 jours la nuit, et plus le risque de voir la leishmaniose monter se développe. Donc, on va avoir des cas de leishmaniose bientôt, peut-être même en région parisienne, pourquoi pas. Alors ça, c'est pas tellement rassurant. Existe-t-il des traitements, professeur Areski-Izri? Sont-ils efficaces? Y a-t-il des effets secondaires? Alors, il y a des traitements. Bien sûr, la leishmaniose, ça va, on arrive à bien la contrôler. Il y a un vieux médicament, un dérivé pentavalent de l'antimoine, le glucantime, qu'on injecte. Il n'est pas très bien toléré, mais il donne encore de bons résultats. Le traitement le plus récent, c'est l'ambisome, qui coûte cher. C'est de l'amphotéricine B liposomale, mais qui marche très très bien. Parfois, une seule injection suffit. Parfois, on en fait 2 ou 3. C'est des perfusions en fait, mais ça donne d'excellents résultats. Mais moi, je préfère la prévention que le traitement. Si on peut en parler, c'est... Alors, la prévention, voilà. On va en parler, mais finalement, est-ce que le problème, il y a un traitement, donc on l'a bien compris, mais ce n'est pas d'avoir accès aux patients. C'est toujours la même chose avec ces maladies tropicales négligées. Elles concernent des populations pauvres, dans des endroits souvent reculés. Et voilà, il faut que les patients aient accès au traitement. C'est bien ça le problème ? Oui, alors c'est vrai que quand on est en Europe, on est riche, on a des moyens, donc on peut se payer. Il y a des pharmacies aux quatre coins de la rue. Il y a des pharmacies partout, etc. On peut faire le diagnostic et le traitement. Mais c'est vrai que si on revient dans les... Et puis, on n'a pas beaucoup, une quinzaine de cas par an. Alors que si on redescend effectivement dans les pays les plus concernés, on a parlé tout à l'heure de la cornette de l'Afrique, par exemple, c'est vrai que là, l'accès aux soins n'est pas évident. Il faut faire le diagnostic. Et puis alors, les traitements, l'ambisome, c'est pas possible. C'est beaucoup trop cher. Donc, c'est d'autres médicaments qui sont utilisés lorsqu'on a réussi à faire le diagnostic. Alors, la prévention, on va en dire un mot quand même, parce que ça, c'est essentiel. Mieux vaut prévenir que guérir, dit le dicton. Sur quoi faut-il insister, selon vous ? Et comment bien sensibiliser les populations ? Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la leishmaniose cutanée. Ça tourne d'abord autour d'un rongeur qui transmet la maladie au phlébotome. Si on parle de la maladie viscérale, alors il y a 2 formes. La forme que nous avons dans le bassin méditerranéen, ça tourne autour d'un chien contaminé. Déjà, ce chien, si on le protège, il ne sera pas malade. Et ensuite, si on traite l'environnement, d'où viennent les phlébotomes ? D'où viennent ces insectes ? C'est l'enquête que nous avons faite il y a très longtemps de ça. Les phlébotomes, en fait, pullulent dans les abris d'herbivores. Les larves de phlébotomes se nourrissent de débris végétaux. Donc, si on veut traiter quelque chose, ce sont ces abris d'herbivores. C'est la fameuse lutte antivectorielle, c'est ça ? C'est la lutte antivectorielle, mais ciblée. C'est pas on met un produit n'importe où, n'importe comment. Non, on cible cette lutte. On fait une petite enquête, on voit où se développent les phlébotomes, on traite ce point de manière spécifique. Mais quand je lis que 70 espèces animales, dont l'être humain, sont des réservoirs naturels des parasites leishmaniens, est-ce que ça complique justement la prévention et la lutte ? Alors, oui et non. Je m'explique. Pour la leishmaniose viscérale méditerranéenne, c'est le chien, le principal réservoir. Maintenant, si on parle de l'autre forme de la leishmaniose, celle qu'on observe notamment dans le Bihar en Inde ou qu'on observe dans la cornette de l'Afrique, le réservoir est l'homme. Il n'y a pas d'animaux qui interviennent. Donc c'est le phlébotome simplement qui pique l'homme et qui transmet à l'homme. Le phlébotome s'infecte sur l'homme. Donc là, effectivement, la lutte, elle va être... D'ailleurs, c'est une forme souvent anthroponautique, c'est-à-dire qui touche l'homme, et puis urbaine, très souvent.
Donc le traitement va être dans la ville. Il faut traiter les habitations des gens avec des produits insecticides et ça donne encore d'excellents résultats. Les autres animaux, pour les autres formes de leishmaniose, c'est souvent des formes cutanées ou cutanéo-muqueuses. C'est là, effectivement, qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent jouer le rôle de réservoir. Oui, alors j'en reviens à la sensibilisation et la prévention. Vous nous disiez donc que les réserves de végétaux attiraient ce fameux phlébotome. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement du coup pour limiter leur propagation? Quels conseils à nos auditeurs qui sont concernés par cette pathologie? Alors, je le disais, on peut traiter déjà les abris d'herbivores, mais on peut aussi mettre des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Si vraiment il y a un gros foyer, on peut utiliser des diffuseurs électriques d'insecticides quand on en a, sinon des serpentins. Il faut cibler la lutte sur le phlébotome essentiellement. Est-ce que l'élimination, alors on peut peut-être pas parler de tous les pays atteints par cette pathologie, mais est-ce que l'élimination est réalisable, vous pensez, ou pas? Je pense que ce n'est pas dans un avenir très proche. Pourquoi? Parce que parmi les maladies négligées, c'est une des plus négligées? C'est une des plus négligées, c'est très difficile parce que les vecteurs, les phlébotomes, il y a différentes espèces avec différents gîtes, si vous voulez, là où ils se reproduisent, là où ils prolifèrent. Le parasite en lui-même, on n'a pas encore de vaccin, même s'il y a eu des vaccins qui ont été mis au point, notamment un vaccin français produit par un laboratoire qui a donné quelques résultats, mais qui n'est pas si évident que ça. Il y a un autre vaccin d'origine allemande qui est un peu plus pratique, mais qui n'est pas encore vraiment efficace. Donc, il est difficile de lutter contre ce parasite par des moyens de prévention comme ça. C'est la lutte antivectorielle, la surveillance du réservoir, le traitement éventuellement du réservoir. Je prends par exemple encore le chien, puisque c'est lui le réservoir pour la Méditerranée, et la Chine, et même une partie de l'Amérique. Eh bien, le traitement, la prévention chez le chien, c'est un collier insecticide. Il y a des produits qu'on peut donner aussi aux chiens. On peut mettre Oui, mais dans de nombreux pays, notamment les pays africains, vous savez bien que les chiens sont des chiens errants, 100 mètres, personne ne s'en occupe. Dans ces cas-là, la plupart du temps, si on revient encore à la cornesse de l'Afrique, si on revient à l'Inde, ce n'est pas le chien, c'est l'homme. Donc, c'est le traitement de l'habitation. Alors, vraiment, il faut chaque fois bien étudier le foyer. C'est quoi le phlébotome? Il vient d'où? Il se reproduit où? C'est quoi le réservoir? C'est l'homme ou l'animal? Si c'est l'animal, on va cibler sur l'animal et le phlébotome. Si c'est l'homme, c'est l'habitation, l'habitat urbain, l'habitat humain, et puis le phlébotome. Pour finir avec la leishmaniose, et puis après on parlera de THA, de trypanosomiase humaine africaine, professeur Areski Izri. Le bilan, il est un peu lourd, réchauffement climatique, absence de lutte, on pourrait dire, absence de lutte antivectorielle, ou alors manque d'investissement. Comment vous voyez le futur ? Vous disiez que l'élimination n'était pas pour demain, mais au contraire, est-ce qu'on pourrait voir une réémergence de ces maladies, de cette maladie? Pour la leishmaniose, je pense que clairement, en Europe, dans les pays riches, il n'y a pas de gros problèmes. Il faut être clair. On a mis les moyens. Oui, mais là, c'est pas l'Europe dont on parle, là, l'Afrique. Mais dans les pays moins riches, dans les pays qui ont moins de moyens, effectivement, il faut mettre les moyens si on veut y arriver. Je crois qu'il y a une fondation qui met beaucoup de moyens et qui a donné d'excellents résultats dans la lutte contre le paludisme, qui commence à donner de très bons résultats pour la maladie du sommeil. Pas encore assez pour la leishmaniose, pour les leishmanioses. Les leishmanioses. Professeur Areski Izri, on marque une petite pause en musique et ensuite plaisir. On parlera de maladie du sommeil, justement, puisque vous m'avez tendu la perche. Avec... All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smart when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Epelepe, oh my honey, oh. Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love?
Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't don't go low. Oh no, Emiliano, 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 no. Emiliano, 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 no. You're one in a million, no. In a million, no. In a million, no. My Emiliano, 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 no. Girl, I wanna know what it feel like, yeah, what it feel like, yeah. Make I know what it be for real life, yeah, for real life. In my condo, loving up your body in fast and slow-mo. If I hit you, it's my combo. Girl, you will never ever let me go. Dancing me up, kiss me through the phone. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de leishmaniose et de maladies du sommeil, deux maladies tropicales négligées avec notre invité, le professeur Areski Izri, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier en parasitologie mycologie au service de parasitologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Professeur Areski Izri, on va passer à une autre maladie tropicale négligée, donc la THA, la trypanosomiase humaine africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. Et cette fois-ci, ce n'est plus le phlébotome qui est en cause, mais la mouche tsetse. Oui, ce sont les glossines qui transmettent la maladie. Les glossines, donc les mouches. Les maladies du sommeil, alors ce sont des grosses mouches qu'on trouve dans une région du monde, autour de l'équateur, uniquement autour de l'équateur, en Afrique. Moi, je dis toujours de manière mnémotechnique 15 degrés nord, 15 degrés sud. En fait, elles descendent un peu plus au sud, 20 degrés facilement. Et ces mouches sont assez grosses, elles font 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Il y a de nombreuses espèces, des espèces qu'on trouve en savane, des espèces qu'on trouve dans la forêt. Elles piquent dans la journée, elles sont actives dans la journée. C'est comme des tans, c'est un petit peu ça. Et elles sont voraces. Elles nous attaquent dès qu'on se promène dans leur lieu, dans leur habitat. Souvent les galeries forestières, sous les bois, dans les comment dire, près des marigots aussi. Près des marigots, et puis dans les champs de café, ou vous voyez des. Voilà. On ira en Côte d'Ivoire tout à l'heure. Là, ça concerne toute la boucle du cacao. Donc, vous parlez de café, cacao. Effectivement, c'est les zones. Cacao, voilà. Donc, ça pique dans la journée. Alors, il y a quelque chose qui les attire particulièrement, bien sûr. C'est les mouvements, c'est la chaleur humaine, le CO2, mais aussi la couleur. Il y a un certain bleu. Un bleu azur, s'il contraste avec le blanc, alors là, elles sont tout de suite attirées. D'ailleurs, dans la lutte antivectorielle, on pose des écrans bleu cyan, bleu azur, voilà, qui attirent ces mouches, et ça permet soit de les capturer, soit de les tuer. Je crois qu'il faut rendre hommage à Chalier, qui était mon directeur d'études quand j'ai commencé à faire de l'entomologie médicale, et puis à Laveissière. Ils ont travaillé sur cette couleur et c'est eux qui ont mis au point d'abord un piège qu'on a appelé piège Chalier-Laveissière, qui reposait essentiellement sur le bleu, malheureusement un peu compliqué à faire et puis qui disparaissait facilement. Et puis ensuite, ça a été uniquement les bandes bleues que vous voyez aujourd'hui, qui peuvent être imprégnées d'insecticides ou non. Alors la maladie du sommeil peut être asymptomatique au début, mais ensuite, lorsqu'elle se développe, elle peut avoir des conséquences absolument terribles. Quand elle est tombée malade, elle n'arrivait plus à dormir. Souvent, elle est couchée dans le lit, dans la maison. Tu entends des voix, on dirait qu'elle est en train de causer avec quelqu'un. Elle part tout seule. Et puis ses yeux-là étaient devenus autre couleur. En la voyant même physiquement, là, tu serais désespéré. Parce que le docteur m'a dit, après le résultat, tu avais 1 semaine. Si elle ne venait pas dans la semaine, là, ta femme, là, elle allait devenir folle. Et cela, il m'a dit, trypano, il y a plusieurs qualités. Il y a pour dormir seulement. Il y a d'autres aussi. Il te fait veiller à tout moment. C'est ça qui rend l'homme dingue. J'ai dit Dieu merci. En fin de compte, elle était devenue gênante pour moi. Mais c'est ma femme, qu'est-ce que je vais faire? Gênante pour vous, et
Comment elle était perçue par les autres du village? Est-ce qu'il y avait de la stigmatisation, des railleries? C'est ça. Elle était perçue par mes voisins. Celle-là, elle ne va pas debout. Elle attend son jour. Les gens même avaient peur d'elle. Quand c'est lui qui vient pour aller la saluer dans la maison, même si c'est une femme, elle ne veut pas rentrer. Parce que pour eux, s'ils rentrent, c'est condamnation. Bon, ces petites critiques-là, c'était partout à ce temps-là dans mon entourage. Et les voisins alors, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Eux qui n'osaient pas entrer dans la maison quand elle était malade, quand ils la voient travailler au champ, qu'est-ce qu'ils disent? Les voisins, ce qu'ils disent maintenant, là, on l'appelle Soukro. Soukro veut dire le revenant. Parce que personne n'était sûr qu'elle allait se réveiller. Non, moi-même, j'avais perdu l'espoir. Ça nous a étonnés tous. Des propos recueillis en Côte d'Ivoire en 2017. Professeur Areski Izri, une réaction? Oui, là on décrit parfaitement une atteinte neurologique due au trypanosome, donc l'agent de la maladie du sommeil, Trypanosoma brucei gambiense. Et on peut avoir effectivement différents symptômes, soit effectivement une somnolence, mais c'est souvent une inversion du cycle nictéméraire. C'est-à-dire que la nuit, la personne ne dort pas et elle est complètement endormie dans la journée. La personne peut devenir agressive. Il y a des crises d'une extrême violence, exactement, et ça c'est méconnu. Exactement, d'une crise d'une extrême violence ou alors une apathie totale. Ça peut alterner. On peut passer d'un symptôme à un autre. Alors ça, c'est vraiment quand on atteint quand le système nerveux est atteint. Donc là, on n'est pas loin du décès. Professeur Areski Izri, vous restez avec nous bien évidemment. On va partir tout de suite en Guinée-Conakry. Nous sommes en ligne avec le docteur Mamadou Camara. Bonjour, docteur Camara. Igor, comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien, docteur Camara. Je suis ravi de vous avoir au bout du fil. J'étais avec vous en Guinée lors d'un reportage sur la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Ravi d'être avec vous une nouvelle fois. Vous êtes le coordonnateur par intérim du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en Guinée. Alors, docteur Camara, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais en Guinée, la maladie du sommeil est endémique. Il y a eu, elle avait quasiment disparu, hein, et suite aux indépendances, il y a eu un relâchement et une réémergence dans les années 90. C'est bien ça, docteur Camara? Bien sûr que oui. Seulement, je voudrais vous rectifier. Je suis le coordinateur national par intérim des maladies tropicales négligées aujourd'hui. Ça marche. Mais actuellement, voilà. Merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, pour faire rapidement, docteur Camara, en 2012, vous aviez atteint un niveau de contrôle relativement suffisant de la maladie. Malheureusement, elle est repartie, c'est reparti. Bien. En fait, nous avons effectivement développé des activités de lutte de 2002 jusqu'en 2012, où on avait atteint un niveau de contrôle satisfaisant. Et en 2012, nous avons lancé, vraiment eu égard aux résultats que nous avons pu avoir dans la lutte, on a lancé le projet Elimtrigi, c'est-à-dire qu'il fallait aller maintenant vers l'objectif d'élimination de la maladie du sommeil en Guinée. Et là, on avait pu vraiment bénéficier d'un grand soutien, c'était la lutte antivectorielle, parce qu'avant, la lutte reposait uniquement sur le médical. Donc, c'était vraiment des prospection médicales qu'il fallait organiser, dépister les malades et les traiter. Et suite aux études réalisées par le docteur Moïse Kapatouno dans la zone de mangrove à Bofa, nous avons pu vraiment avoir un outil très important pour lutter contre les mouches CC, donc réduire le contact homme-glucine. Et avec cet espoir-là, nous avons lancé le projet Elimtrigi en Guinée en 2012. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après 2 années de lutte, on a eu vraiment cette fameuse épidémie Ebola
qui nous a largement impacté. Et justement, Et donc, docteur Camara, justement, Ebola a sévi principalement dans les foyers de THA. Je pense à ces fameuses 3 régions, Forécaria, Doubreka et Bofa. Est-ce que justement Ebola a eu un impact sur la lutte contre la maladie du sommeil en Guinée? Bien sûr que oui, parce que là, on était coupés, vraiment, mais par contre, quand même, la lutte antibactérielle continuait. Mais quand on est sorti d'Ebola à partir de 2017, vraiment, les cas sont remontés. Nous avons eu encore plus de 100 cas, alors qu'on avait vraiment atteint un seuil de moins de 100 cas par année. Mais avec Ebola, vraiment, la situation est vite remontée. Mais grâce vraiment à la sagacité de nos équipes et à tout ce qu'on a pu tirer comme leçon dans la gestion d'Ebola, nous avons relancé la lutte à partir de 2017. Et au jour d'aujourd'hui, quand même, nous avons des résultats très satisfaisants qui peuvent nous permettre de croire vraiment à l'élimination de la maladie du sommeil. Alors ça, en Guinée aujourd'hui... Oui, pardon. Je veux dire, on va y revenir sur l'élimination parce que je pense qu'elle est proche en Guinée, mais peut-être un mot encore sur cette lutte antivectorielle. C'était pas gagné au début, peu de gens y croyaient parce que c'est coûteux. Il faut installer des pièges, des écrans dans des zones reculées, mais avec l'expérience des îles de Los, en face de Conakry, en 2005, vous avez réussi à convaincre tout le monde finalement. Bien sûr que oui. Nous avons travaillé effectivement avec le Sylvestre de Bobo Dioulasso, toute l'équipe de l'IRD. Et vraiment, on a travaillé, on a essayé d'arranger un peu ces écrans parce qu'il y a eu beaucoup de techniques qui ont été essayées sur les îles de Los. Et nous avons retenu vraiment les écrans et qui ont été miniaturisés. Et avec ces écrans miniatures, nous avons pu vraiment développer la lutte antivectorielle. D'abord dans la zone de Bofa où on a commencé, et ces résultats qui étaient satisfaisants ont encouragé vraiment l'opinion internationale pour introduire la lutte antivectorielle comme stratégie pour accompagner la lutte médicale. Un mot sur les traitements, docteur Camara, puisque la Guinée fait des essais cliniques pour des nouveaux traitements, c'est ça? Bien sûr que oui. Nous avons effectivement, parce que vous savez que la trypanosomiase est une maladie très contraignante, tant sur vraiment le développement de la maladie que sur le traitement. Et on est parti de l'Arsobal, qui était un produit très toxique. On est venu sur le NEC. Alors l'Arsobal, pour dire à nos auditeurs, c'était à l'époque, c'était un mélange d'arsenic et de bale. Le bale, c'était ce produit qui servait dans le gaz moutarde, si je ne m'abuse, docteur Izri. Si j'ai bonne mémoire, c'est surtout un dérivé de l'arsenic, le mélarsopol, c'est ça. Docteur Camara, qu'est-ce que vous avez utilisé? J'ai pas bien suivi là. Comme traitement. Nous avons utilisé l'Arsobal. Oui, c'est ça, c'est l'Arsobal. Voilà. Et alors, professeur, donc, parmi les traitements, on peut en citer 2 utilisés notamment en Guinée. Le fexinidazole, approuvé par l'OMS, mais qui peut avoir des effets secondaires assez désagréables. Le NECT, quel est le médicament que vous testez en ce moment, vous, en Guinée? Nous avons testé avec succès d'abord le fexinidazole, qui est un traitement qui s'étend sur 10 jours. Nous avons ensuite testé aussi l'acosiborole, qui est un traitement à dose unique. Et ça a valu à la Guinée quand même un brevet. Et nous avons vraiment conduit cet essai clinique avec la RDC. Et aujourd'hui, ces essais cliniques soulagent et le malade et les soignants. Parce que c'est des traitements oraux. Et donc, avec ces traitements-là aujourd'hui, quand même, la tâche devient plus facile pour nous. Mmh. Et du coup, actuellement, nous continuons les essais cliniques parce qu'on a vu que l'acosiborole était un produit vraiment très promettant et ça donnait de très bons résultats sur les malades. On s'est dit que ces comprimés pouvaient être utilisés demain sur les suspects sérologiques. Donc, nous venons de lancer vraiment cette étude, cet essai clinique à Doubreka, et ça a commencé il y a environ 2 semaines. Et donc, avec la fin de cette étude-là, on pourra voir quand même demain si on peut continuer la chimioprophylaxie, entre guillemets, parce que c'est les suspects sérologiques quand même qu'on va traiter. Mais avec cet espoir-là, je pense que ça peut donner un grand poids sur l'évolution vers l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine en Afrique.
Alors justement, l'élimination de la THA en Guinée était prévue pour 2020, si je ne m'abuse, mais avec l'épidémie d'Ebola, elle a été reportée à 2023. Est-ce que vous êtes sur de la bonne voie, docteur Camara? C'est encore possible d'éliminer. Alors quand je dis élimination, c'est au niveau de comme problème de santé publique, pour être très précis. Exactement. Moins d'un cas pour 10 000 personnes visitées. En fait, aujourd'hui, l'espoir est permis. Nous ne voulons pas être vraiment... on ne veut pas aller trop vite à besoin. C'est pourquoi la Guinée, d'abord, voudrait réunir les arguments solides pour aller présenter son document d'élimination à l'OMS. Et tout est permis aujourd'hui parce que nous avons, au jour d'aujourd'hui, moins d'un cas, 10 000 personnes visitées dans les 3 sites. Et donc, nous sommes en train, au mois de juin, nous avons prévu une grande conférence, une grande réunion scientifique qui va réunir tous les partenaires, tous les scientifiques pour évaluer les 10 ans de lutte en Guinée. Donc, de 2012 jusqu'en 2022, qu'est-ce que la Guinée a pu faire? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les résultats que nous avons, on peut présenter un dossier vraiment bien tenu, bien ficelé à l'OMS pour valider notre élimination? Donc, le travail avec les partenaires, on est en train de travailler dans ce sens. Et je pense que d'ici 2023, nous pouvons être là à l'OMS pour présenter notre dossier de candidature pour vraiment l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine en Guinée. Eh ben, écoutez, c'est une excellente nouvelle, docteur Camara. Professeur Arès Kizri, une petite réaction, vous vouliez réagir? Oui, je me réjouis de ce qui se fait en Guinée. Mais si je comprends bien, docteur Camara, je suis un ancien de l'IRD aussi. Donc, si je comprends bien, vous êtes actuellement au moins sur 2 axes. La lutte antivectorielle, avec principalement les écrans imprégnés d'insecticides, et puis le traitement avec cette nouvelle molécule qui est maintenant mise à disposition pour au moins des essais cliniques, la cosiborole. Est-ce qu'il y a un 3e axe? Est-ce que, par exemple, on travaille sur le versant réservoir de la maladie, même si initialement... Gambiancé, on pensait que c'était strictement humain. On sait aujourd'hui qu'il peut y avoir peut-être un réservoir animal, le cochon sauvage. Je vous arrête à Kizri parce que ça, c'est la question à un futur invité de l'émission, Draman Kaba, pour ne pas le citer. Donc, on va pas déflorer le sujet. On va en rester là avec le docteur Mamadou Camara. Merci beaucoup, docteur Mamadou Camara. Merci. Bonne journée à vous à Conakry. RFI à Conakry, 89.9 FM. Et oui, direction maintenant la Côte d'Ivoire. Nous sommes en ligne avec le docteur Draman Kaba. Bonjour, docteur Draman Kaba. Bonjour Igor. Vous êtes médecin entomologiste, chercheur, maître de recherche à l'Institut national de santé publique et directeur de l'Institut Pierre Richet de Bouaké en Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, la THA, la trypanosomiase humaine africaine, a été éliminée comme problème de santé publique en décembre 2020, résultat confirmé par l'OMS. Mais dans un récent article paru dans la revue de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, votre confrère Vincent Jamono, chercheur à l'IRD, a écrit que des travaux scientifiques explorent l'existence d'un réservoir animal, nous y voilà, professeur Arès Kizri, de l'agent de la trypanosomiase humaine africaine chez les cochons en Côte d'Ivoire. Ces derniers résultats interrogent sur la pérennité de la toute récente élimination de cette maladie dans le pays. Faut-il craindre une résurgence de la maladie en Côte d'Ivoire en raison des cochons en divagation, Draman Kaba? Merci pour la question. J'en profite pour saluer le professeur Areki, justement, qui a commencé à évoquer la question. Oui, bonjour. En effet, par le passé, on a pensé que la forme humaine qui existe donc en Afrique de l'Ouest, la Trypanosoma gambiense, donc c'était une forme qui n'atteignait pas les animaux. Mais alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'il y a 2 formes de cette maladie. Il y a une forme humaine et il y a une forme qui atteint les animaux. Et les parasites donc, qui sont pathogènes pour les humains sont différents des parasites qui sont pathogènes donc, pour les animaux. Alors, il se trouve que jusqu'à maintenant, les outils moléculaires que nous avons ne permettent pas de distinguer clairement certains parasites animaux des parasites
humain. Alors, il se trouve que nous avons constaté donc, sur le terrain, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les porcs, donc les cochons villageois qui vaguent donc dans les villages et qui sont élevés de façon libre dans les villages, donc ils sont fortement infectés donc par des parasites de trypanosomes. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ces trypanosomes-là, lorsqu'ils sont infectés, qu'ils infectent les humains, donc sont pathogènes? C'est la grande question et cette question, elle est fondamentale parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle peut saper tout le travail donc, qui a été réalisé depuis de nombreuses années. Et ça pourrait remettre en cause justement la prochaine étape qui est en Côte d'Ivoire, l'interruption de la transmission qui est prévue pour 2025. Ça vous fait douter ça ou pas? Et oui, c'est une question importante. Il faut que nous réussissions donc à élucider cette question. Et donc, nous sommes justement en train de travailler sur des techniques de biologie moléculaire afin de tenter donc d'élucider la question. Parce que si ces porcs villageois, qui sont très prisés donc par les moustiquaires qui transmettent ces maladies-là, portent donc des trypanosomes. Ça s'est coupé. Donc, voilà. Docteur Draman Kaba, malheureusement, la ligne est en train de se détériorer. Est-ce qu'on a toujours Draman Kaba? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, c'est bon. Voilà. Je disais que c'est important d'élucider cette question clairement, parce que s'il se trouve que ces porcs donc, sont porteurs de trypanosomes humains, eh bien, cela risque donc de saper le travail. Et dans ce cas-là, il va falloir donc prendre en compte ces porcs-là dans les stratégies donc, de surveillance qui sont mises en place actuellement. Ben, c'est ce qui s'est passé, parce que totalement... Draman Kaba, vous étiez intéressé, des scientifiques ivoiriens se sont rendus dans la région de Vavois et ont donc trouvé des autochtones qui n'avaient pas voyagé, dans une région saine où il n'y avait pas de contamination humaine. Et la déduction, c'est que donc ils avaient été contaminés par des porcs, c'est ça? C'est probable. C'est probable, c'est possible, mais aussi c'est possible qu'il y ait des cas résiduels qui soient restés, parce qu'il faut le dire aussi qu'on a vu des sujets qui sont porteurs sains de trypanosomes et qui sont restés pendant longtemps sans développer autrement la maladie. Et donc ça aussi c'est une possibilité. Mais la forte probabilité est que cette contamination viennent donc des porcs, mais il faut pouvoir donc l'élucider et le confirmer clairement. Écoutez, Draman Kaba, merci infiniment. Je vais en rester là, malheureusement, parce que la liaison n'est pas très bonne. On aurait aimé vous avoir plus longtemps dans la longueur. Malheureusement, voilà, un petit problème de téléphonique. Je vous remercie infiniment. Bonne continuation dans la lutte contre la THA en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire fait d'énormes efforts pour tenter d'éliminer définitivement la transmission de la maladie en 2025. Draman Kaba, merci. Je rappelle que vous êtes médecin entomologiste, chercheur, maître de recherche à l'Institut national de santé publique et directeur de l'Institut Pierre Richet à Boaké, et saluer Vincent Jamonneau et toute l'équipe de l'URD qui vous accompagne. Merci à vous et bonne journée, Draman Kaba. RFI à Abidjan, 97.6 FM. Vous savez que... Priorité santé, suite et fin avec un tout autre sujet à présent. La 11e édition de la conférence AFRAVI sur le VIH-Sida se tenait à Marseille la semaine dernière. Une conférence présidée par la professeure Christine Katlama. Bonjour Christine Katlama. Bonjour. Vous êtes professeure en maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et donc présidente de l'AFRAVI. Qu'est-ce qui ressort donc de cette 11e édition, professeur ? Écoutez, beaucoup de choses. D'abord, on était très nombreux dans cette période qui est encore de crise sanitaire, avec énormément de participation de médecins et d'acteurs de santé, de la société civile communautaire qui venaient d'Afrique. Et c'était extrêmement important. Ce qui ressort, c'est une formidable dynamique dans les sujets, vous l'avez cité, du VIH. Énormément de choses à faire. Et les enfants, l'adaptation des traitements pour les enfants, vous savez qu'ils sont numériquement extrêmement importants, avec des stratégies qui vont évoluer, avec des molécules qui vont pouvoir leur permettre d'avoir un virus contrôlé. Ils sont intervenus d'ailleurs pour
demander au monde des adultes de ne pas les oublier. On a aussi beaucoup parlé de santé sexuelle, et santé sexuelle, eh bien, c'est effectivement là-dedans que s'imbrique le VIH, les IST, et surtout l'information et la prophylaxie. La prophylaxie d'exposition qu'on Alors, utilise. ça, on va y revenir. La PrEP, on va en dire un mot tout à l'heure. Mais d'abord, il a été question notamment du dépistage. Hein. Beaucoup de jeunes, et des moins jeunes même, beaucoup de gens, tout simplement, ne se font pas dépister. C'est important de le rappeler. Allez vous faire dépister, docteur Katlama. Bien sûr, beaucoup de gens ne se font pas dépister pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils manquent d'informations et ils ne savent pas que, évidemment, dans nos pays au nord, mais aussi au sud, il y a un accès très large au traitement avec des traitements qui sont parfaits. On donne la même chose au nord et au sud maintenant. On peut contrôler ce virus et on va vivre sa vie tranquillement. Et surtout, on ne contamine pas. Maintenant, pourquoi les gens ne se font pas dépister? Parce que il manque probablement les endroits confidentiels, les endroits où il y a de l'empathie. Vous savez que la stigmatisation n'a pas cessé depuis 40 ans. Oui, malheureusement, Il n'y a probablement pas encore assez d'autotests et puis pas assez d'informations. Ce qui est compliqué, c'est que peu de gens qui ont une vie sexuelle pensent qu'ils sont à risque d'acquérir ce VIH, et c'est cette information qu'il faut inlassablement répéter. Il faut que dans plein de parcours santé, eh bien, ce soit systématiquement proposé, statut VIH, mais aussi statut des hépatites. On a de quoi traiter. Or, l'Afrique a encore un très très lourd tribut aux hépatites. Et voilà, donc c'est vraiment le rôle majeur et presque tout ce que des médecins... La ligne est très mauvaise, professeur Katlama, je suis navré, la ligne est très très mauvaise. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un petit peu? Là, vous parliez donc de dépistage, on a compris l'importance de ce dépistage. Ces dernières années, la lutte contre le VIH-Sida s'est aussi focalisée sur ce qu'on appelle les populations clés. Je pense aux travailleurs du sexe, aux usagers de drogues injectables, aux homosexuels, ce qu'on appelle les ACH, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Est-ce qu'il y a eu des avancées à ce niveau-là pour ces fameuses populations clés? Les populations clés sont à beaucoup plus haut risque d'acquisition et de transmission, puisque en gros les prévalences, c'est-à-dire la fréquence de l'infection VIH chez eux tourne autour de 10-15%. Simplement, ces populations sont souvent discriminées dans beaucoup de pays. Vous savez qu'il y a des lois qui discriminent les pratiques sexuelles, le travail du sexe, l'utilisation de drogue, et c'est compliqué. Et il faut saluer le travail de la société des communautaires, parce que les institutions sont souvent finalement incapables de cibler ces populations, de les mettre en confiance et de proposer... Parce qu'elles sont stigmatisées. Merci beaucoup, professeur Christine Katlama. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et que vous êtes présidente de l'Afravi. Bonne journée à vous. Merci, professeur Areskizri. Merci à vous de m'avoir invité. Et on vous dit à très bientôt, professeur. C'est la fin de cette émission, vous l'avez deviné. Demain, comme tous les vendredis, ça sera notre émission Questions de femmes consacrée aux problèmes de peau. Soyez nombreuses à nous appeler. On répondra à toutes vos questions. Une très bonne journée à l'écoute de RFI. C'était Priorité Santé avec Sonou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.